Si Youssef, bonjour et bienvenue au Millennial Podcast. Bonjour, c'est Mohsin. Merci pour ton invitation. Je suis très content de t'accueillir, Si Youssef, dans ce podcast. Ce podcast, pour rappel, favorise des sujets autour du développement personnel et du leadership. Je suis très content de t'accueillir. Si Youssef, tu es le directeur général d'Intelsia. C'est une entreprise de plus de 20 000 personnes aujourd'hui qui est spécialisée dans les métiers de l'outsourcing et de l'ITO. C'est aussi une magnifique success story puisque il y a 20 ans environ, c'était une entreprise qui comptait 200 personnes. Aujourd'hui, elle en fait plus de 20 000, elle est à l'international. Si Youssef, est-ce que c'est un rêve d'enfant qui se réalise? Alors, je ne le dirais pas comme ça, c'est quelque chose qui est venu avec le temps. Enfin, j'étais enfant, je n'avais aucune ambition ou idée que j'allais être un jour directeur général d'une entreprise de 20 000 personnes. C'est venu avec le temps, progressivement, au fil des expériences professionnelles. Et aujourd'hui que ça s'est concrétisé, effectivement, c'est en fait le fait de le vivre tous les jours qui est devenu un vrai rêve d'enfant. C'est le plaisir qui est pris quotidiennement dans la gestion de cette entreprise, qui ressemble aujourd'hui plus à un rêve d'enfant que, on va dire, l'idée initiale de pouvoir l'être un jour. Dans ton parcours professionnel, tu as avant ça travaillé dans de grosses organisations, à la fois privées et aussi semi-privées. Est-ce que tu Mhm. peux nous parler des moments marquants de ta carrière qui t'ont peut-être préparé au rôle que tu occupes aujourd'hui? Alors, il y a eu effectivement plusieurs expériences, on va dire, qui ont préparé, on va dire, l'arrivée vers le rôle actuel. On va dire la première qui était vraiment très marquante, c'est quand j'ai été nommé directeur de l'Internet à Maroc Télécom, donc le premier directeur de l'Internet de cette institution, qui était en fait ma vraie première expérience significative en tant que manager. Jusque-là, sur les expériences précédentes, j'avais géré des équipes on va dire, de taille réduite et c'était des métiers essentiellement techniques. Cette expérience-là était une expérience significative à plusieurs titres. D'abord par la taille on va dire, de l'organisation qui était gérée, qui était de plusieurs centaines de collaborateurs. Ensuite, par le scope de cette entité qui euh, était en même temps en charge du développement de business, de la gestion d'infrastructures techniques à l'échelle nationale et de la gestion financière de toute une business unit en rapport avec l'Internet et les nouvelles technologies. Mhm. L'impact, on va dire, sur le développement du pays que pouvait représenter cette entité, puisqu'on était vraiment à l'aube du digital et du numérique au Maroc. On était vraiment dans les premières phases de généralisation de l'accès à Internet dans tout le pays. Et j'étais à la tête de cette entité qui avait cette mission-là en même temps de développer un pôle rentable et avec une forte croissance sur les différentes années à venir au sein de Maroc Télécom, mais il y avait aussi un espèce de rôle national de brancher le pays aux autoroutes de l'information. Et c'est effectivement quelque chose d'extrêmement marquant. Et pour moi, effectivement, la chose que je ressentais lorsque j'étais en charge de cette entité, c'était un Mhm. très très lourd sentiment de responsabilité. Ok. Mhm. C'est vraiment ce que je retiens. Quand j'y réfléchis maintenant avec le recul, c'était il y a une vingtaine d'années maintenant, Mhm. c'est vraiment ce sentiment de responsabilité qui était très lourd, très présent, très, très, très marqué pendant toute la durée de cette expérience et que je retrouve aujourd'hui à chaque fois que j'y repense. Donc c'était vraiment une entité qui était entre guillemets en train de se mettre en place, qui était en contact avec toutes les institutions importantes du pays, avec les grandes administrations, avec les grandes banques, avec les grandes institutions publiques, semi-publiques, privées du pays. Et donc, elle a joué, je considère, un vrai rôle qui a permis au Maroc de décoller sur le plan de la digitalisation. Tout à fait. D'ailleurs, Ah, ça a été l'une des opportunités du Maroc de surfer très tôt sur cette vague du numérique et sur la vague d'Internet, de pouvoir s'équiper très tôt.
et donc de permettre au Maroc le développement que nous lui connaissons aujourd'hui. Alors c'est vrai, quand tu le racontes, là on sent davantage la mission à caractère national à travers Tout à laquelle fait, tu tout étais à fait. investi. Alors il y en a une tout aussi intéressante que je t'avais entendu raconter lors d'un meeting. C'est le projet qui t'avait été confié à Al-Akhawain. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler, si Youssef? Alors effectivement, l'expérience à Al-Akhawain était préalable à l'expérience chez Maroc Télécom. Mhm. Et cette, on va dire, expérience avait aussi son caractère, on va dire, unique et historique, parce que c'était la toute première institution marocaine, d'éducation marocaine sur le modèle anglo-saxon. Donc le Maroc, à l'époque, souhaitait déjà, on va dire, commencer à se brancher à ce monde globalisé qu'on connaît beaucoup plus aujourd'hui, et souhaitait le faire en diversifiant son système d'éducation et en lançant une université enfin, qui est complètement construite sur le modèle nord-américain en termes de recrutement d'étudiants, de déroulement des études, de curriculum, de système on va dire, de mouvement des enseignants, etc. Donc c'était vraiment très unique à ce titre-là. C'est également une expérience où, on va dire, l'environnement dans lequel je baignais était un environnement très international Mhm. et très multiculturel, puisque toutes les personnes que l'on fréquentait pendant cette période venaient de pays comme les États-Unis, l'Angleterre, le Pakistan, l'Égypte, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Donc, des personnes qui venaient du monde, on va dire, anglo-saxon en général. C'était des enseignants, si Youssef, ou des consultants? Alors, alors, il y avait des enseignants, il y Mhm. avait des directeurs de département, il y avait des personnes qui étaient donc aussi bien dans la partie administrative que dans la partie académique. Ok. Donc, c'était vraiment, c'est une vraie petite multinationale Hmm. au Maroc, à Ifrane, dans un endroit que personnellement j'adore à titre personnel et avec lequel j'ai des connexions depuis mon enfance qui sont très fortes. Donc pour moi, c'était là, du coup, un vrai rêve d'enfant de pouvoir travailler dans un tel endroit. C'était un setup extrêmement moderne à l'époque et qu'il est encore aujourd'hui. C'est sur le plan, on va dire, du design des bâtiments, du campus et sur le plan infrastructure technologique qui m'intéressait moi plus particulièrement à l'époque. C'était le tout premier réseau en fibre optique au Maroc, la toute première connexion permanente à Internet au Maroc, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de réaliser dans un des laboratoires de cette université et qui a permis par la suite aux quelques centaines, puis quelques milliers d'étudiants, de professeurs et de membres du staff de surfer librement sur Internet dès l'été 1995, bien avant que toute autre institution au Maroc ne se connecte à Internet. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que tu es le Hmm. premier Marocain à avoir envoyé des paquets Internet à l'étranger, des paquets IP à l'étranger. Tout à fait, tout à fait. En toute humilité, mais avec beaucoup de plaisir et de fierté aussi. Ok. Mhm. Et puis, c'était aussi ma première expérience en tant que manager d'un département, puisque avant, je travaillais chez IBM en tant que, entre guillemets, consultant, architecte, etc. Mais j'étais collaborateur individuel, je réalisais des projets. En tant que manager du département IT, j'avais ma première responsabilité en tant que manager avec une équipe d'une quinzaine de personnes qui avaient en charge la gestion de toute l'infrastructure technologique en général de l'université. Ça incluait aussi bien la partie système d'information que la partie audiovisuelle et la partie téléphonique. Ok, super. Et Euh, puis dans un endroit merveilleux. Je ne sais pas si tu as déjà été là-bas, mais si tu n'as pas été, je te le recommande fortement. ok. Non, je n'y suis jamais allé. Donc, ok. Mais Euh, on ira ensemble un de ces quatre. Et ok, je te ok. ferai faire le tour. Avec plaisir, si Youssef, ça serait avec plaisir. Alors, si Youssef, aujourd'hui, tu es le directeur général d'une organisation qui fait plus de 20 000 personnes. Vraiment, moi, m'imaginer à ce rôle, c'est comme me demander peut-être aujourd'hui de faire décoller un avion. Ce serait quelque chose de, de peut-être difficilement pensable pour moi. Comment réussit-on
à assumer la responsabilité d'une telle organisation et comment tu conçois le rôle d'un directeur général? Alors, oui, effectivement, il y a plusieurs questions. Alors, déjà, effectivement, comme ça, venir parler de 20 000 personnes à la fois, ça peut sembler impressionnant. Mhm. Ouais, effectivement, ça donne une certaine dimension qui est un peu euh, limite effrayante, Mhm. mais en toute humilité, ça s'est pas construit en une seule fois. Ça s'est construit progressivement. Comme tu l'as dit, l'entreprise, lorsqu'elle a été, on va dire, lancée sous le brand d'Intelsia, avait dans les 200 collaborateurs. Et donc, elle a progressivement, sur les 14-15 dernières années, grandi pour atteindre le nombre de collaborateurs que nous avons aujourd'hui. Et donc, plus l'entreprise grandit, plus il y a des personnes de qualité, de talent qui rejoignent l'entreprise. Il y a un système où, effectivement, qui se met en place, on fait confiance à des personnes, on leur délègue et on grandit en leur déléguant. Et en faisant cela et en leur permettant eux-mêmes de gérer des périmètres de plus en plus importants. Donc, vu effectivement de manière ponctuelle, ça peut sembler impressionnant. Vu sur la durée et la progressivité et le temps qui s'est écoulé, ce sont des choses qui se mettent en place progressivement Mhm. avec à chaque fois des incréments qui se rajoutent, mais qui viennent avec les collaborateurs qui sont en capacité de gérer et de développer leur périmètre respectif. Donc, alors bien évidemment, sur le plan, on va dire, extra-professionnel, pour pouvoir... la taille, forcément, amène plus de volume de travail, Mhm. même si effectivement, il y a des personnes qui gèrent autour, même s'il y a des équipes de collaborateurs qui sont en charge de gérer différents départements de l'entreprise. Il y a forcément un volume de travail qui est plus important, il y a forcément un stress qui en découle qui est plus important. Mais il faut donc avoir autre chose à côté. Il faut avoir une hygiène de vie, il faut avoir, on va dire, d'autres choses qui nourrissent et qui permettent aussi de se reposer ou de s'oxygéner l'esprit par ailleurs et qui permettent un petit peu de pouvoir tenir, on va dire, ce rythme et cette pression sur les années. Donc moi, personnellement, je fais du sport, j'ai des activités extra-professionnel, je lis beaucoup, je m'intéresse à d'autres domaines et c'est ces choses-là dont on parlera peut-être un peu plus tard Mhm. qui amènent, on va dire, de l'air frais qui permettent d'aider. Et puis, il y a aussi quelque chose de très intéressant Mhm. qui est en fait ce que j'appellerais l'expérience du succès. C'est que, effectivement, quand plus l'entreprise se développe et plus des choses positives se passent, plus on commence à développer des réflexes eux aussi positifs devant les difficultés. Et donc, finalement, quand il y a des choses qui sont dramatiques, ou qui peuvent être vues comme dramatiques ou qui peuvent être source de stress importante, progressivement, on n'en fait plus des sujets de drame, mais vraiment des sujets d'opportunité. Et on rentre progressivement dans des espèces de cercles vertueux où ce qui arrive est toujours vu de manière positive et sur lequel bon, on va s'appuyer pour aller chercher d'autres expériences positives qui nourrissent de manière continue ce cycle-là. C'est magnifique. Donc, ce que tu dis, si Youssef, si je veux le reformuler, et notamment ces derniers propos, est-ce que c'est de la résilience ou est-ce que c'est le fait de appréhender les choses de façon positive, ce mindset que tu dis qui se construit sur le succès? C'est un peu les deux. Je pense que la résilience est la conséquence du deuxième aspect qui est de pouvoir construire des expériences positives qui permettent justement d'aborder les sujets à venir de manière positive. Et en les abordant de manière positive, on commence déjà on est dès le départ sur une logique de réussite par rapport à ces sujets qui arrivent. Et ces sujets peuvent être aussi divers que acquérir une entreprise, lancer une nouvelle ligne de business, euh, perdre un client ou avoir l'impression de perdre un client pour en gagner d'autres à côté, etc. C'est vraiment, euh, je le précise pas particulièrement, c'est vraiment tous les événements qui ont de l'impact sur la vie d'une entreprise et qui sont, on va dire, qui vont shaper l'entreprise sur la durée. Mais effectivement, le fait d'aborder les sujets de manière positive, on va dire alimenté par
cette logique de succès ou ce track record de succès qui s'est construit sur les années permet d'en garantir la réussite ultérieure. Je ne sais pas si c'est très clair. Oh, oui, tout à fait. Mhm. Et si Youssef, on a tendance, quand on va évoquer des dirigeants, Mhm. parfois on a tendance ou on entend des dirigeants qui vont être au bord du burn-out, des dirigeants qui vont avoir du mal à réserver du temps pour la famille, qui vont être totalement dédiés à leurs œuvres. Et Mhm. donc, ce qui peut effectivement après donner des situations peut-être de burn-out ou autre. Euh, comment tu abordes ces notions-là et quel regard tu portes sur ce sujet? Bah, en fait, un regard très, très réaliste, je l'espère, parce que moi-même, dans différentes phases de ma carrière, je suis passé par des situations où je n'étais pas très loin d'être en burn-out, et ce sont des choses aussi qui peuvent se reproduire. Mais ce que je disais tout à l'heure, il est très important d'avoir des espèces de soupapes de, d'aération où on peut faire autre chose, et en faisant d'autres choses qui n'ont strictement rien à voir avec le travail, on se crée les meilleures conditions lorsqu'on revient dans le travail. Et ça ne peut pas venir simplement en y pensant, mais en agissant pour que ça devienne une réalité. Et donc en se disciplinant et en s'organisant pour se créer des espaces de temps euh, dans lesquels on va faire des choses de manière régulière, des choses idéalement qui nous font plaisir, parce que c'est ce qui permet que ces expériences-là soient aussi positives et qu'on a envie de les répéter régulièrement. Moi, particulièrement, je vais faire mon sport tous les jours. Si je loupe ma séance de sport quotidienne, je sens que j'ai raté quelque chose d'important dans ma journée. Donc, je Mhm, vais me créer des contraintes en me réveillant plus tôt, mhm, en bougeant certaines choses que j'aurais peut-être pu faire sans ce niveau de discipline, pour pouvoir profiter de ce temps qui est un temps complètement en dehors de la sphère professionnelle et qui va me permettre de me ressourcer pour les heures que je vais passer au travail et dans lesquelles je vais être confronté à des situations. Et puis, il y a aussi quelque chose d'extrêmement important, et je mhm, pense qu'on a réussi à le faire chez Intelsia en particulier, mhm, c'est que le stress va être là tout le temps, les contraintes vont être là, l'imprévu va être récurrent, mais le cadre dans lequel on va le vivre va être extrêmement important aussi. Si on est capable de créer un cadre où on prend du plaisir en travaillant, les événements ne sont pas vécus avec le même aspect dramatique, je vais dire. mhm, Donc aujourd'hui, j'estime que chez Intelsia, lorsque les gens collaborent, ils collaborent majoritairement dans un esprit convivial, dans un esprit de prise de plaisir, où les gens sont bienveillants les uns vis-à-vis des autres, où les opportunités de rigoler, de passer de bons moments ensemble, etc., ne sont pas rares, sont encouragées, etc. Donc, le fait d'avoir aussi réussi à créer un environnement de travail qui fait que ben, les gens prennent plaisir à collaborer entre eux, rend moins, on va dire, dramatique les situations compliquées qui peuvent être génératrices de stress. ok. Euh, Donc, donc ça va dépendre grosso modo, ce que j'en retiens, ça va dépendre grosso modo de deux principaux facteurs. Le premier, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie et de se créer des moments où on va prendre soin de soi, on va faire du sport, on va faire autre chose, consacrer on du va temps à la lire, on va famille, faire voilà. autre chose. Ouais, tout à fait, tout à Mhm. fait. Et à côté de ça, c'est aussi, ça va dépendre de l'environnement du travail dans lequel on va être aussi. Parce que si l'environnement n'est pas bon, n'est pas favorable, ben forcément, le stress est décuplé en fait. Donc Tout à fait. hmm, Il est décuplé, les expériences qui sont vécues sur les lieux de travail deviennent des expériences négatives. ok. Et donc, forcément, si c'est négatif, c'est générateur de stress. Et on rentre dans des cercles vicieux plutôt que d'être dans des cercles vertueux où on prend du plaisir à travailler. Donc, on en redemande.
Et lorsqu'on en redemande, on n'est pas. En fait, ce qui fait le burn-out, c'est pas pour moi le volume du travail, mais c'est la qualité du travail. Si la qualité n'est pas bonne et que la personne est en train de, on va dire, de pédaler pour s'en sortir et pédale et a le sentiment qu'elle est en train de se bagarrer contre tout un environnement autour de soi, etc. Là, on est en train d'allumer tous les voyants pour passer au burn-out. Par contre, enfin, je connais beaucoup de personnes qui bossent des heures, enfin 14 heures par jour, etc., qui prennent du plaisir à travailler, qui ne seront jamais en situation de burn-out. C'est pas le volume qui le fait, c'est l'état mental que vous vivez pendant cette période-là, et cet état mental est façonné par, par plein de choses. Par ce que vous êtes en train de faire techniquement, entre guillemets, mais également par votre entourage, votre environnement, la qualité des interactions, le regard des autres, la manière dont vous percevez les sentiments des autres vis-à-vis de vous, etc. Si Youssef, est-ce que tu peux nous dire comment tu conçois le rôle d'un directeur général? Alors, de manière très synthétique, pour moi, c'est celui qui fait en sorte que le bateau continue à avancer en toutes circonstances. Donc, c'est lui qui doit s'assurer que toutes les fonctions collaborent proprement pour réaliser la vision, atteindre les objectifs de l'entreprise. C'est lui qui doit être en train tout le temps de faire une espèce de grand écart entre la vision, la stratégie et les détails opérationnels de tous les jours. C'est lui qui doit organiser de manière, on va dire, macro l'entreprise, faire collaborer, donner les moyens, faciliter, accompagner, etc., pour permettre à l'entreprise de, de servir la vision, de dérouler sa stratégie et de le faire selon l'organisation et les moyens opérationnels que l'entreprise s'est définis. Ok. Euh, Si Youssef, moi je me Pour souviens. moi, pour moi, c'est une espèce de grande glu, si, pour utiliser un terme un peu rébarbatif. C'est celui qui doit être là pour tout coller, pour faire en sorte que les choses, que l'édifice tienne tout le temps. Et tienne dans une logique de mouvement permanent, puisque les entreprises, c'est ça, c'est du mouvement permanent. Si Youssef, je me souviens lorsque j'avais accédé la première fois à un comité de direction. Donc on Mhm, est dans des métiers, dans les métiers de l'outsourcing, où on a une forte capacité à générer des indicateurs. Et donc il est mhm, assez facile quand on est en production de pouvoir mesurer la performance d'un individu ou d'une équipe ou d'un ensemble d'équipes. Donc c'est assez chouette et assez intéressant quand on est sérieux et on s'investit suffisamment pour pouvoir faire ce qu'il faut et générer ces résultats. Lorsque j'ai accédé la première fois à un comité de direction, c'était à travers les résultats que j'avais pu générer dans mes précédentes années. Et j'ai été confronté à une situation, c'est que ce que j'avais remarqué, c'est que dans un comité de direction, au-delà des résultats qu'on est capable de générer, il y mhm, a une espèce de jeu entre les égos des uns et des autres. C'est ce qu'on mhm, peut appeler un jeu politique qui peut être plus ou mhm. moins fort dans une entreprise que dans une autre. Et à vrai dire, j'avais pas très bien appréhendé ce volet-là. Autant ce qui est lié à l'opérationnel, au résultat, c'est assez facile à appréhender, à Mhm. suivre, à piloter, à analyser. Autant ce côté-là, il est un petit peu plus subtil. Si tu avais à donner des conseils à un jeune dirigeant, quelqu'un qui vient d'accéder à un poste de direction, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil par rapport à ces aspects-là? Euh, alors, le conseil le plus important, effectivement, pour quelqu'un qui vient on va dire, d'un développement technique, c'est-à-dire qui vient en maîtrise d'un métier et qui se retrouve par, on va dire, la voie des promotions à la tête d'une organisation et donc en situation d'interaction qui vont être de plus en plus complexes, où ces jeux-là que tu décris vont devenir de plus en plus importants, ce sont effectivement des dimensions qu'on n'enseigne pas aujourd'hui dans nos cursus académiques et qui ne sont pas forcément vues, y compris dans les formations de management, que ce soit dans les écoles de business ou dans les formations qui peuvent être données en environnement professionnel. Mais ce sont des choses effectivement qui sont extrêmement importantes. Et il faut que,
Alors, le conseil, c'est de s'intéresser à ces choses-là, d'essayer de les comprendre, de comprendre les leviers, de comprendre ce qui fait qu'une personne prend une décision, ce qui fait qu'une personne se fait une idée sur quelqu'un d'autre. Ces choses-là doivent, je veux dire, ne peuvent pas venir simplement du hasard ou du talent. Ils nécessitent un vrai travail. Ils nécessitent un vrai travail de compréhension sur ces mécanismes-là. Et pour moi, c'est le seul conseil que je peux donner, c'est il faut s'y intéresser. Alors, il faut s'y intéresser pour comprendre et pour utiliser ces leviers de manière, entre guillemets, intègre, Hmm, propre, éthique. hmm, Le fait de nier leur existence est contre-productif. Le fait de vouloir les utiliser pour des fins, entre guillemets, non, qui ne sont pas propres est aussi contre-productif. Il faut simplement les utiliser comme des leviers pour augmenter son influence au sein de l'organisation, faire passer ses projets, faire passer ses idées, pouvoir en fait, pouvoir les défendre de la manière la plus efficace possible. Et on ne défend des choses de la manière la plus efficace qu'en comprenant les registres sur lesquels chacun va jouer pour prendre ses décisions. Et ces registres-là ne sont pas uniquement, et ça c'est la nature humaine, uniquement de l'ordre du rationnel. Il y a du rationnel, il y a du subjectif, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et ces choses-là doivent être connues de la part de ce nouveau manager. Donc, c'est des choses qui peuvent s'apprendre, heureusement, qui peuvent hmm. s'apprendre et qu'on voit d'ailleurs dans les formations de développement personnel, puisque dès qu'on commence à faire des profils de personnes, ben, on commence à voir Les drivers de euh, chacun, les les drivers de. sensibilités de chacun. Hmm. Et il faut simplement comprendre cela. Et puis quand on est dans des interactions, ben, on va dire ben, telle personne a telle couleur, c'est telle chose-là sur laquelle il va être sensible, telle personne a plutôt cette couleur-là, ou semble développer des comportements qui indiqueraient qu'elle a cette couleur. Et donc, c'est plutôt ce registre-là sur lequel il y a le plus de sensibilité, etc. C'est vraiment de l'optimisation d'interaction, pour le dire de manière synthétique. Et de ton côté, en manageant ton équipe, ton comité de direction, tu es vigilant ces aspects-là? Quel regard tu portes dessus? Oui, oui, tout à fait. Bah, ce sont des choses qui sont absolument nécessaires lorsque vous voulez rechercher la performance. Hmm. Vous devez absolument voir, comprendre quels sont les leviers qui motivent telle personne, quelles sont les choses qui sont des inhibiteurs forts pour telle personne, quelles sont les choses qui permettent à telle personne et telle personne de pouvoir travailler ensemble, même en ayant on va dire, des profils différents, fondamentaux pour assurer le succès. Ok. Alors, je ne dis pas que je le fais de manière, on va dire, je ne vais pas sortir un document et Oui. commencer à renseigner cela, etc. Hmm. Mais ben, on- avec l'expérience, on va l'intégrer de manière assez naturelle et assez intuitive dans la gestion des différentes situations rencontrées. Je suis convaincu aussi que le bon manager, c'est celui qui a aiguisé son sens de l'observation et qui a cette Oui, capacité d'observer sur la durée eh bien, ses collaborateurs, les événements, pour pouvoir se faire un regard de plus en plus fin et donc après, forcément, être de plus en plus pertinent dans ses feedbacks, dans ses retours. Euh, la première qualité d'un leader, c'est celle-là, c'est ce qu'on peut mettre dans le même registre que l'écoute, la compréhension, l'observation, etc. C'est d'abord pouvoir lire ce qui se passe autour de soi. Si on ne lit pas ce qui se passe autour de soi, on n'est pas capable d'agir, ou on va agir n'importe comment, ou on va agir de manière non appropriée, ou inadaptée aux personnes qui sont autour de soi, etc. Donc c'est vraiment l'une des premières briques. Parfois, ce qui peut être compliqué, si Youssef, c'est de gérer son ego. Parce que quand on arrive à des postes de direction, eh bien, on est tout en haut d'une organisation et Mm, ça peut gonfler les égos. mm. Et donc parfois, ça peut influer de façon peut-être négative une personne, de ne pas lui permettre de fonctionner d'une façon la plus efficiente possible. Euh, alors, j'ai peut-être pas bien compris la question. Quelle est la question ici? Est-ce que Oh, il y a pas euh, forcément de questions, c'est mm, juste aussi amener ce sujet sur les égos, sur le fait que mm. peut-être qu'il faut savoir aussi manager son ego et avoir Bah, ce... clairement, Hmm.
Oui, tout à fait. Vas-y, Enfin, vas-y, je t'en prie. la personne qui gère fait partie de l'interaction. Hmm, C'est quand vous avez des collaborateurs avec lesquels vous interagissez, votre ego est présent avec leurs égos. hmm, Donc, quand je disais tout à l'heure, il faut faire attention à l'ego de X, Y pour qu'ils puissent collaborer ensemble, ça s'applique également au manager de cette équipe. Lui-même doit savoir qui il est, comment il interagit, quelles sont les choses qui, présentes chez lui, peuvent influencer ou peuvent avoir un sens ou avoir un impact plus particulier chez telle ou telle autre personne. Et, et la gestion de l'ego, enfin, je ne sais pas si on y réfléchit tout le temps, mais elle est extrêmement importante pour faire en sorte que l'environnement de travail autour de soi soit propre. hmm. Quand je dis propre, c'est pas au sens hygiénique du terme, mais Physique, c'est vraiment ouais. au sens de créer les conditions les plus idéales pour un fonctionnement optimal. Hmm. Alors, c'est bien, tu as évoqué le mot leader, le mot leadership. Un jour, je t'entendais dire que le leadership n'existe que parce qu'il y a du changement. Est-ce que tu peux développer cette idée, Sius? Euh, oui, alors voilà, probablement quand je parlais de ça, je parlais euh, du fait que lorsqu'on est dans des situations où les choses ronronnent, où il n'y a pas de changement ou pas de changement important, pas de changement significatif, euh, pour moi, c'est de la gestion courante. C'est les qualités auxquelles on fait appel pour gérer ce genre de situation. Ce sont des qualités plus de manager que des qualités de leader. Le leader, c'est quelqu'un qui a la capacité de mener les autres. Et mener les autres ne commence à s'exprimer réellement, pour moi, que quand il y a des événements marquants qui se produisent, des bouleversements importants, des turbulences, de l'imprévu, enfin, du changement. C'est quand il y a du changement que les vraies qualités qu'on met en avant pour les leaders qu'elle commence à s'exprimer. Si je prends par exemple l'image des grands chefs d'État, Mhm. bah, ce que l'histoire retient en général, c'est ceux qui ont dirigé en des temps difficiles, Hmm, en des temps de guerre, en des temps de révolution, des temps de grandes transformations économiques, de grands plans, etc. C'est pas jamais, enfin jamais ou très rarement, on va évoquer tel président ou tel chef d'État ou tel qui a géré pendant une période où rien de significatif ne s'est passé. En tout cas, les qualités ne vont se libérer et être vraiment exprimées et vues et ressenties que dans ces situations-là. Si je prends peut-être une autre image, euh, l'image par exemple d'un équipage sur un bateau, d'abord sur une mer tranquille, ben, quand on est sur une mer tranquille, donc c'est la situation on va dire, de l'entreprise qui ronronne, où il n'y a pas grand-chose qui se passe, mhm, ben, chacun sait ce qu'il a à faire, chacun sait ce qu'il doit manipuler au niveau du bateau, chacun le fait tranquillement, sans stress, de manière, on va dire, quasi mécanique. Mais c'est que lorsqu'on est dans une tempête ou que la mer commence à changer ou que la hauteur des vagues commence à bousculer un peu le navire, donc en fait l'existence même du bateau commence à être mise un petit peu en challenge, c'est là où on voit des vraies actions de leadership, des vraies actions de personnes qui vont prendre des décisions, qui vont euh, embarquer des gens avec eux, qui vont les mener vers des actions qui sont différentes de celles qu'on fait en temps normal et qui vont permettre de déterminer quels sont ceux qui clairement ont des qualités de leader ou pas. Et c'est là où effectivement un capitaine d'un bateau va réellement justifier de son existence et de sa présence. Sinon, on n'a pas besoin de lui. Réellement, dans un mode normal, tout le monde sait ce qu'il a à faire, ça tourne, hmm. il peut disparaître, rien ne se passera, le navire arrivera à bon Ah bon port. pas. Par Mhm. contre, lorsqu'on est dans des situations de turbulence, c'est là où quand le changement est là présent, le leadership s'exprime. C'est ça ce que je voulais dire probablement euh, quand Super. euh, Super. Si Youssef, on a vu l'entreprise qui peut-être a connu ses origines au 19e siècle, tout le développement qu'elle a connu à travers le 20e siècle et jusqu'à aujourd'hui. Et donc ce monde de l'entreprise qui est passé par plusieurs phases,
Il y a cette phase intéressante qu'a amené le capitalisme de la concurrence entre les entreprises, qui a favorisé le développement de la technologie, qui a baissé les prix et donc permis à un plus grand nombre de gens d'accéder à des produits manufacturés. Mais aussi, on a vu des travers de l'entreprise, notamment avec les entrées en bourse, avec cette notion d'actionnariat où il y a un côté de l'entreprise qui est devenu anonyme, un côté anonyme, et on voit, il y a certains travers, des fois, il y a des entreprises qui peuvent être rentables, mais pas suffisamment, et donc on décide ou une entité, une business unit, qui n'est pas suffisamment rentable à la hauteur de ce qu'attendraient des actionnaires, et on va la fermer. Et donc, Mm. si je résume ça, ce que je viens de décrire, c'est parfois certaines entreprises vont plus être gérées par le classeur Excel. Et donc, ça peut donner des drames humains ou des drames sociaux. Euh, pour pouvoir pérenniser l'entreprise, comment Mm. tu la vois à l'avenir? Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? Alors, ce que tu viens effectivement d'évoquer ici, on va dire, c'est la conséquence de la gestion financière ou uniquement financière des entreprises. Donc, quand on est omnibulé par le résultat, par ce que ça doit générer pour les actionnaires, qu'on perd toute, on va dire, tout contact avec la réalité de l'entreprise et avec ce qui fait qu'une entreprise existe, qu'elle se développe, qu'elle continue à exister au travers du temps. Ce qui fait qu'une entreprise existe et continue à se développer au travers du temps, c'est les personnes qui la constituent, c'est les personnes qui y travaillent, c'est les personnes qui, par leur performance, génèrent ces résultats. Les résultats ne sont qu'une conséquence d'un certain nombre de choses qui se passent à l'intérieur de Mhm, l'entreprise et qui vont être positifs, négatifs, moyens ou d'accord. Donc, et c'est cette partie-là pour moi qui est fondamentale. Alors, encore une fois, sur ce genre de sujet, ce sont des choses sur lesquelles chacun a son idéologie. Il y a des personnes qui sont convaincues que c'est le bon modèle de gestion, que l'entreprise n'existe que pour générer du bénéfice, qu'elle n'est là que pour servir les actionnaires, que c'est une façon d'appréhender, de voir les choses. Nous, chez Intelsia, on a choisi une approche qui est un peu différente. C'est une approche qui n'oublie pas l'importance du résultat financier. Donc, jamais le résultat financier n'est ignoré, n'est minimisé au sens où on ne s'y intéresse pas ou on ne travaille pas pour l'améliorer, mais on considère que c'est une conséquence, que ce n'est pas ce qui doit driver, que si on fait les choses proprement dans les différentes dimensions autres, le résultat financier sera positif. Et pour nous, ce qui fait justement la différence, c'est d'abord le projet de cette entreprise. Qu'est-ce qu'elle veut faire? mhm, Qu'est-ce qu'elle veut être? Qu'est-ce mhm. qu'elle veut représenter? Quelles sont ses ambitions? Où est-ce qu'elle veut aller? Parce que ça, c'est quelque part, on va dire, l'ambition et l'histoire et ce qui va jouer quelque part le rôle de fil conducteur entre les différents collaborateurs de l'entreprise. Ça, Mhm. c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, on y travaille énormément. C'est quelque chose dans lequel on investit énormément pour être sûr qu'il y a toujours quelque chose qui est là en projet pour animer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et puis, le deuxième aspect, c'est l'aspect de ceux qui font cette entreprise, c'est les collaborateurs de l'entreprise. Et dès qu'on commence à parler de collaborateurs de l'entreprise, on parle tout de suite de système de valeur de l'entreprise, de culture de l'entreprise, de ce qui fait que les gens ont un référentiel commun pour régir leurs interactions, qui fait qu'ils sont alignés, synchronisés pour aller toujours de l'avant et aller chercher les bons résultats et aller chercher la performance, etc. Et donc, bien sûr, après, l'organisation vient après pour structurer tout ça, pour avoir des modes opératoires très clairs, pour aller nourrir la performance, etc. Mais la partie la plus importante, c'est voilà, cet édifice qui est construit au milieu et qui, quand il va être bien orchestré, quand il va bien jouer sa partition à tous les niveaux, va délivrer du résultat financier. Et on y investit, c'est-à-dire
on se dit aujourd'hui, jamais on ne fait d'action pour, on va dire, doper financièrement les résultats de l'entreprise par du pur travail financier ou Mhm. de la pure ingénierie financière. Mhm. On fait le travail sur les people, sur les process, sur la technologie, sur l'innovation, sur l'organisation pour que le delivery produise du résultat. Mhm. Et quand on est sur ce registre-là, il y a des vrais projets industriels. Donc là, on est dans le domaine du projet industriel, dans l'entreprise qui se développe avec une vision sur le temps, qui crée un espèce de, on va dire, d'environnement dont la temporalité est étendue et ne dépend pas de résultats d'une année ou de l'année suivante, etc. Bien évidemment, toute entreprise qui se retrouve en difficulté financière va devoir prendre des choix difficiles, Mhm. mais bah, tu as pu t'en rendre compte Mhm. directement lorsqu'on a dû gérer, on va dire, la crise du Du Covid. Covid. Mhm. De la Covid, on dit maintenant, Mhm. c'est devenu féminin. Alors, tout de suite, lorsque on était vraiment dans l'inconnu, lorsqu'on était vraiment dans l'imprévu des premières décisions qui ont été prises, et donc la lecture en première intention chez tout le monde était arrêt d'activité, perte de clients, grosse perte de business, gros risque d'arrêt des entreprises. Donc que des choses qui sont extrêmement menaçantes, stressantes, traumatisantes. Ben, la première réaction qui a été prise, c'est de protéger les people. Et c'est la protection des people en les rassurant, en leur disant que l'entreprise avait besoin d'eux, que l'entreprise allait être avec eux, que l'entreprise allait reconnaître l'investissement qu'ils avaient fait les années précédentes et qui avait permis d'en être arrivé là aujourd'hui et que l'entreprise allait faire le juste retour de la manivelle en faveur des collaborateurs pendant cette période difficile, etc. Ben, tout a été stabilisé à partir de cette décision. Mhm. Et ça a permis, après, de gérer de manière sereine, rationnelle, concrète, les situations telles qu'elles évoluaient au jour le jour. Si la première décision avait été de dire, euh, on fait un calcul Excel, et pourtant on a fait le calcul Excel. On fait un calcul Excel sur la perte d'activité, sur ce que ça va représenter sur 2020, sur 2021, etc. Et ben, les conséquences, c'est telle centaine ou tel millier de personnes qui ne doivent plus faire partie de l'entreprise. Et si on avait commencé par faire ça, ce qui aurait été effectivement une réaction entre guillemets purement financière, Mhm. premièrement, on aurait créé des conditions, on va dire, de stress, d'incompréhension, et puis on aurait vraiment créé les conditions euh, d'un vrai sujet financier à la fin de l'année. Mhm. Alors qu'en réagissant de cette manière-là, en stabilisant, ben on a géré sereinement, on a géré au fur et à mesure que les choses arrivaient, on a pu réadapter, adapter, etc. Et puis finalement, ben on se rend compte qu'avec toutes ces contraintes-là et avec toutes ces difficultés, ben on s'en sort pas si mal, les résultats sont plutôt bons, etc. Mais ça a été la conséquence, encore une fois, de faire du people first, Mhm. pas du résultat first. Mhm. Et effectivement, bravo pour cette décision et bravo pour cette prise de position. Moi, je me souviens, lorsque vous aviez fait l'annonce de préserver les emplois des salariés chez Intelsia, l'une des choses marquantes, c'est que vous l'aviez fait très tôt. C'est Euh, ça. Ça veut Mm. dire dès l'arrivée, je crois que c'était une quinzaine de jours peut-être après l'arrivée du Covid. En tout cas, c'était très tôt. Même, même plus tôt, c'est moi, si Mais- tu te souviens, moi je me souviens très bien, c'était la décision de fermeture des frontières, par exemple, est tombée un vendredi soir ou un samedi. Donc, peut-être mardi ou mercredi, on avait le, le town hall avec Mhm. l'ensemble des collaborateurs. Donc, c'était au milieu de la semaine qui avait suivi. Donc, ce n'était pas des semaines après, c'est vraiment au tout début où on a dit, voilà, aujourd'hui, c'est cette décision-là qui est prise et on verra après. Les Mhm. résultats, on verra, on gérera. Alors Mais c'est marrant, tu sais, au même moment, je vivais ça avec un collègue dans une autre société, dans une multinationale du même secteur.
Et eux, ils ont eu une annonce différente. C'est l'annonce qu'ils ont eue, ben, il y a une grosse crise, il faut que chacun fasse un effort et qu'il était question de réduire les salaires pour compenser les pertes de l'année. Et donc j'observais avec lui les deux Non. dynamiques. Et c'est vrai que les deux dynamiques n'avaient rien à voir, quoi. Moi, ce que je me souviens, l'annonce tout de suite a donné un regain d'espoir, d'engagement, d'optimisme aux gens. Et forcément, la dynamique n'était pas du tout. C'est comme si aussi ça nous a fait sortir de notre léthargie. Tu sais, on avait tous pris ce choc du Covid et c'était une des annonces qui nous réveillait, en fait, qui nous sortait de notre léthargie. Alors tout à l'heure, quand je parlais de leadership et de changement, ça c'est typiquement un exemple, enfin c'est un exemple extrêmement concret. C'est-à-dire qu'avant, ben, on était sur un rythme tranquille où rien ne se passait, où on produisait, on travaillait avec nos clients, avec nos collaborateurs en mode entre guillemets ronronnement. Et puis il y a quelque chose d'extrêmement impactant qui se produit. Et il y a des choses qui vont être, des décisions qui vont être prises, qui vont être annoncées, qui vont être accompagnées, etc. Ça, c'est du leadership. Hmm, C'est pas de la gestion. hmm. En tout cas, effectivement, bravo pour cette prise de position. Je pense qu'elle demandait du courage et de la lucidité à un moment où tout était brouillé, où tout était... Et, et c'est Mohsin, surtout des convictions par rapport à ce Ouais, que tu disais tout à l'heure, des ouais. convictions que le succès des entreprises vient comme un résultat de ce qui est fait avec les collaborateurs Hmm. et pas l'inverse. Alors, tu sais, Bon. en parlant de ça, j'ai une anecdote à partager avec toi. Il y a une dizaine de jours, je faisais un accompagnement d'un formateur chez Intelsia. Et donc, on était avec des ops managers. Et en fait, on Mhm, avait un ops manager qui a partagé avec nous, il était nouvellement recruté. Et en fait, ce qu'il a remarqué, donc un ops manager, pour les gens qui ne sont pas du secteur, c'est un manager qui va gérer plusieurs équipes. Il va avoir des managers de premier niveau, d'un rang 1, qui eux vont gérer une dizaine de personnes. Et donc lui va gérer un ensemble d'équipes. Donc il peut avoir six. une centaine de personnes en moyenne, entre 80 et 120 personnes en moyenne. Voilà. Alors ce qui Mhm, était marrant, l'anecdote à partager avec toi, c'est alors il venait d'une autre entreprise. Et en fait, mhm, il a été choqué par le fait que chez Intelsia et sur son plateau, pour mhm. que les conseillers et les équipes puissent faire les choses, ils devaient donner des explications. Et parfois, ils devaient donner suffisamment d'explications et donc les gens devaient être au courant de la nécessité de faire telle chose pour pouvoir la faire. Et ils nous disaient en fait, De donner du sens, en fait, c'est ça? voilà, voilà. Et ils nous disaient que dans son ancien emploi, c'était pas du tout comme ça. En fait, les équipes et les conseillers devaient s'exécuter et quand il y a un truc à Mhm, faire, il faut le faire et basta, on ne discute pas. mhm. Et Ben, donc, c'est pas à toi que je vais le dire. Tu sais très bien que si tu veux l'adhésion des collaborateurs et tu veux les embarquer, il faut donner du sens. hmm, Donc, tout à fait. je pense Et que avec le formateur, avec Mohamed, ça nous a fait sourire parce que pour nous, c'est effectivement comme tu l'as dit. Et donc, en fait, c'est une jolie anecdote qui retranscrit cet état d'esprit que tu décris, le fait de vouloir mettre l'humain en fait en priorité dans sa gestion et dans son management. et en particulier dans notre secteur où toute la production du service est faite par de l'humain. On n'est pas une industrie de machines. Et donc, si on passe à côté de ça, on passe à côté de l'essentiel. Alors, si Youssef, on va aborder un sujet d'une autre nature, Mhm, puisque tu es un passionné d'astronomie. Tu mhm. es diplômé de l'Observatoire de Paris, Paris-Meudon en astronomie. Euh, que représente pour toi ce domaine? Pourquoi ce domaine et qu'est-ce qu'il représente pour toi? Alors, ça me fait sourire parce que bah, ça représente beaucoup de choses. Alors d'abord, c'est de l'oxygène. Tu te rappelles tout à l'heure, je te parlais des choses que je faisais pour, on va dire, pour me libérer l'esprit, pour me ressourcer, etc. L'astronomie, comme le sport, en fait partie. C'est quelque chose qui me permet quelque part de prendre de la hauteur par rapport au quotidien, par rapport au day-to-day, par rapport au rythme, par rapport à cette espèce d'accélération des événements, de ce qui se passe autour de nous. En allant me ressourcer dans l'astronomie, je prends vraiment du recul, de la hauteur, etc.
Ça représente aussi une espèce de quête permanente de savoir. Moi, personnellement, je me considère comme un élève ou comme un étudiant permanent. J'aime bien me définir comme ça. Je ne peux pas je ne peux pas rester un instant libre qui n'est pas, on va dire, réservé déjà à une activité sans rien faire. Et pour moi, l'astronomie permet justement de nourrir ces espaces-là. Ça me permet de continuer en fait une espèce de quête permanente du savoir. Et l'astronomie est justement une discipline qui est multidisciplinaire. C'est que quand on s'y intéresse, quand on creuse, quand on va à la découverte des différents phénomènes de l'univers, de ses constituants, de sa dynamique, de son évolution, etc., on est tout de suite dans différentes disciplines. On est en même temps dans des mathématiques, dans de la physique, dans de la biologie, dans de la géologie. Quand on va jusqu'au bout, jusqu'à la création de la vie, du développement de la vie, de la conscience, ben on arrive aux neurosciences. Mhm. Tout ça sous une espèce de fil conducteur philosophique où on se pose des questions sur nos origines, sur le sens de la vie, La création de sur cet univers. voilà, notre place dans cet univers. Et puis ça nous remet justement, lorsqu'on s'y intéresse et qu'on comprend un petit peu comment tout ça est structuré, ben, ça nous rappelle qu'on a une place qui est tout à fait minuscule dans cet univers, qui est tout à fait ridicule, mais qui est aussi très précieuse. Mhm. Parce que ben, la vie s'est développée dans notre planète qui n'est qu'un petit radeau de vie dans un océan qui est immense. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux et tout doit être fait pour la préserver. Donc ça permet aussi de se situer par rapport à certains enjeux du moment, comme la protection de l'environnement, Mhm. comme le réchauffement climatique, etc. Mhm. C'est quand on réalise aussi à quel point nous sommes petits dans cet univers, c'est aussi un très bon shoot d'humilité. Mhm. Parce que ça permet vraiment de relativiser. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'en parler Mhm. un peu plus longuement De façon plus spécifique. Mhm. plus spécifique, peut-être dans un autre forum. Mhm. Mais quand on comprend où est notre place, on peut pas, on peut pas on peut pas être autre chose que très humble. Mhm. Et lorsqu'on est humble, on est capable de faire beaucoup de choses. Tu te parlais tout à l'heure de l'ego, etc. Ça permet vraiment de bien gérer cet aspect-là par rapport à différentes situations. Et puis aussi, enfin, c'est quelque chose qui... L'astronomie, alors l'astronomie c'est une science, mais on va dire l'astronomie, un de ses objectifs c'est de décrire la réalité quelque part de l'univers, donc de décrire quelque part une histoire. Mhm. Pour moi, l'astronomie reste la discipline qui permet de produire la plus belle histoire qu'on puisse raconter à un enfant. Et qu'un enfant est tous, on est tous adultes ou adolescents ou enfants, on est tous des enfants. Donc pour moi, c'est la plus belle histoire qu'on puisse raconter. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, au-delà de l'aspect, on va dire, Scientifique. formation, Ouais. scientifique, Mhm. etc. Ok. Mm. Magnifique. Si Youssef, nous sommes en train de cheminer tranquillement vers la fin de notre entretien. Est-ce que tu peux partager avec nous quel est le grand rêve que tu aimerais réaliser dans ta vie? Ah. Après, Écoute, après, après ces belles réalisations, après ce parcours extraordinaire professionnel, euh, dans l'avenir, à l'avenir, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme belle réalisation encore à atteindre? Alors, écoute, y compris personnel, hein, si Youssef. ah, bon, personnel, en termes on va dire, de passion, ça me permettra peut-être de parler d'une autre de mes passions, Oui, qui est le foot et le Bayern, ok. peut-être. Ouais, ouais, vas-y, je t'en prie, Youssef. Moi, comme tu le sais, je suis un grand fan du Bayern et ce club représente énormément de choses pour moi. Il représente d'abord, si tu veux, mon enfance et une bonne partie de mon adolescence. J'ai beaucoup et bien évidemment bien d'autres choses. C'est qu'aujourd'hui, juste pour que tu saches, il y a certains événements dans ma vie que je rattache à certains matchs du Bayern. C'est-à-dire Ok. que tel événement important, je ne sais pas,
Euh, ça, mon premier fils, c'était le tel match du Bayern avec tel, tel résultat, etc. C'est juste pour donner un peu le. euh, et ça, parce que pour moi, c'est. Bon, effectivement, ça a accompagné mon enfance. Ça a été probablement ma première passion. Tu vois, je me rappelle de souvenirs d'adolescence ou de début d'adolescence où je pleurais quand le Bayern perdait des matchs, etc. Donc, c'est à ce point-là. Alors, c'est un peu surprenant, Sious, parce que c'était pas Hmm. forcément le club le plus populaire au Maroc. Au Maroc, Ah, on avait plus l'habitude de suivre les clubs italiens, les clubs espagnols que le Bayern. alors, encore une fois, pour faire une réponse très, très pragmatique, je pense que c'est le club qui était le plus en évidence pendant la phase où moi, je commençais à m'intéresser Ok, au foot. ok, très bien. Hmm. C'est le club qui. Alors, mais par contre, effectivement, ce que tu dis est tout à fait vrai, puisque je me rappelle on va dire, de réunions familiales avec mes oncles, avec voilà, des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi, où j'étais celui qui défendait les couleurs du Bayern Mhm. contre le Real, contre Barcelone, etc. Mhm. Mais moi, voilà, j'ai découvert ce club quand j'ai ouvert les yeux, on va dire, sur le foot. Ok, C'était le club qui. Et par la suite, en fait, l'attachement vis-à-vis de ce club est. C'est-à-dire qu'au début, c'était purement. Ben, c'est un club qui, quand on est enfant, ben, on a envie que son club gagne des matchs, oui. etc. Hmm. Mais après, c'est d'autres choses qui sont devenues importantes pour moi. C'est le fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment une espèce de grande famille qui est toujours ouverte à ses anciens joueurs pour qu'ils puissent jouer une espèce de rôle de guide, d'encadrant pour les nouveaux et perpétuer l'histoire du club avec la même philosophie, les mêmes valeurs. C'est un club qui est toujours drivé par la victoire, par l'envie de gagner des titres, l'envie d'être toujours le meilleur. Même quand il gagne, il a toujours envie de continuer à gagner. C'est un club qui ne calcule pas. Et c'est aussi un club qui a une grande éthique. Par le passé, le Bayern a pris des positions. Le Bayern qui est à Munich, et Munich, je ne sais pas si au niveau de l'histoire allemande, c'est à Munich que le parti nazi a pris ses racines et a commencé à se développer de manière très, très sérieuse. Mhm. Le Bayern a pris des positions très, très fortes et très claires dès le départ contre le nazisme Ah ouais, ok. au risque ouais, de se faire persécuter, de voir certains membres chassés par. C'est un club aussi par la suite qui a pris des positions très fortes contre le racisme, Hmm. qui aujourd'hui combat contre les dérives très capitalistes et très financières dans le monde du football. Donc, alors, pour le rêve, j'aimerais bien que le Bayern fasse une passe de 5 années consécutives comme vainqueur de la Ligue des Champions, par exemple. Tu vois, Waouh. ça, je serais le plus heureux des hommes s'il le faisait. Waouh. Voilà, moi, ça, c'est plus un rêve d'enfant Hmm. que je projette on va dire, dans ma vie d'adulte aujourd'hui. Et c'est aussi. Ah ah. Sur le plan professionnel, je ne voudrais pas euh, bon, que ça semble un peu cliché, mais sérieusement, ce que nous vivons aujourd'hui au sein d'Intelsia est un rêve qui se perpétue tous les jours. Hmm. Chaque, chaque jour, chaque mois, chaque année, on a le sentiment qu'on est dans un rêve qu'on vit de manière éveillée. Donc, j'ai un peu de mal à aller chercher quelque Autre chose chose. Hmm. qui me ferait plus triper que ça. Mais pour les gens qui te connaissent, ils ne seront pas surpris. Et donc, effectivement, vous vivez votre métier avec beaucoup de passion et avec beaucoup d'envie, beaucoup d'amour. Donc, c'est pas surprenant que tu dises ça. Euh, une dernière question, si Youssef. J'aime bien, lorsque je reçois mes invités, de leur Mhm, donner l'occasion de partager peut-être le titre d'un livre ou le titre d'un documentaire ou d'un film ou d'une ressource qui peut les mhm. intéresser, notamment sur ces notions de développement personnel, de leadership. En tout cas, quelque chose qui met en avant l'humain et qui met au centre l'humain. Est-ce que tu as une référence de livre ou de documentaire qui t'a particulièrement intéressé ces derniers temps et que tu peux partager avec nous? Mais alors, pas forcément sur le développement personnel, Ok. parce que, alors, ça te surprendra, ça te décevra peut-être. Je ne lis pas beaucoup sur, sur le sujet. Je m'y intéresse plus dans le cadre de séminaires ou de formations ou de workshops ou de choses comme ça que sur le plan de la lecture. Euh, Maintenant, enfin,
sur un registre plus large, il y a ce que j'aimerais partager comme beau livre que je pourrais recommander en pure littérature. J'adore, enfin, j'ai adoré, j'aimerais relire les frères Karamazov de Dostoïevski, qui est un bouquin qui m'a vraiment extrêmement marqué et qui est d'une puissance incroyable. Il y a sur un autre registre dans le Mhm. domaine de la science-fiction, qui était aussi un domaine auquel je me suis énormément, qui m'a énormément alimenté pendant la fin de mon adolescence et le passage vers l'âge adulte. Il y a une série magnifique qui s'appelle Dune Mhm. et qui va être reprise en film bientôt et qui est un livre que j'ai lu dans mon adolescence et que je suis en train de relire maintenant et qui est extraordinaire. Je ne vais pas en dire plus pour donner peut-être l'envie aux personnes d'aller De le les lire et d'aller le découvrir. chercher. Mhm. Ouais. Et puis dans le monde, on va dire, de l'astronomie, pour ceux qui s'y intéressent Oui. Mhm. et qui n'osent pas trop y mettre le nez dedans, il y a un livre magnifique qui a été écrit par Carl Sagan, Mhm. ou Carl Sagan en le prononçant à l'américaine, qui Mhm. s'appelle Cosmos, Mhm. et qui a donné lieu aussi à une série de documentaires, une dizaine d'épisodes qui sont disponibles sur Internet, et qui raconte un petit peu l'histoire de l'univers et du cosmos, et qui permet effectivement de mettre le pied à l'étrier par rapport à ce domaine. Magnifique. Voilà, donc c'est trois partages dans trois domaines différents. Magnifique. Merci beaucoup, Si Youssef. Merci, Maxime, et à très bientôt. À très bientôt.